Gouvernement africain, opérateurs économiques, collectif d'experts, vous souhaitez cibler de nouvelles opportunités de financement en Amérique? Vous êtes à la recherche de partenaires publics et privés aux États-Unis? Une seule adresse, American Export Council, basée à New York City. Contact www.americanexport.com. info@ncatv.com. Facebook NCA TV. Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Décembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger officialisent une décision radicale, celle de battre désormais leur monnaie et de sortir du franc CFA. Une décision qui intervient peu de temps après la création de l'Alliance des États du Sahel. La nouvelle monnaie s'appellera le Sahel. Alors, quels en sont les enjeux et surtout les implications pour le reste des États membres de l'UEMOA qui conservent le franc CFA? Deux éminents professeurs avec moi pour en parler. Nicolas Agbo, vous êtes économiste, professeur des universités, auteur de plusieurs livres, dont Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, publié aux éditions Solidarité mondiale. La question monétaire est donc au cœur de plusieurs de vos livres, y compris ce nouveau que vous venez de sortir, Les solutions salvatrices de l'Afrique, prospérité et liberté des peuples africains, du même éditeur. Votre position par rapport au franc CFA, on la connaît. Alors, la décision des trois États du Sahel de battre leur propre monnaie se rapproche-t-elle des solutions que vous proposez? On en parle au cours de cette émission. Merci, professeur. Merci. Merci de m'avoir invité. Notre invitation. David Asiba Johnson, un habitué de mon émission, professeur des universités. Êtes-vous aussi ancien directeur de l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand en France? La question monétaire fait partie des problématiques qui mobilisent vos réflexions et vous consacrez vous aussi un livre à cette problématique. Le titre, Sylvanus Olympio, un pionnier imbattu, imbattable en attendant une preuve du contraire. C'est un livre à paraître. Merci, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour aborder cette question qui est devenue une question centrale sur le continent. Merci à vous. Très rapidement, professeur Agbo, vous évoquez dans votre livre quelque chose qu'on ne dit pas souvent parlant d'une monnaie. C'est le rapport culturel, le rapport psychologique à la monnaie. On doit se reconnaître son identité, son histoire dans la monnaie qu'on utilise. Et vous posez même la monnaie comme un outil politique. Expliquez-nous très rapidement. Bien, merci pour d'abord pour m'avoir invité, ensuite d'avoir posé la question. Lorsque nous disons le dollar, on pense immédiatement aux États-Unis d'Amérique. Lorsqu'on dit le yen, c'est le Japon, le yuan, c'est la Chine, et ainsi de suite. Lorsqu'on parle du franc CFA, dans le subconscient collectif, ça ne veut rien dire. Nous transitons par la France. Donc nous disons et nous répétons, ceux qui ont tué nos arrière-petits-enfants, nos parents, nos arrière-parents, etc., tous ils sont morts. Ici et maintenant et aujourd'hui, ce sont les arrière-petits-enfants qui sont là. Nous sommes soit du même âge, soit nous sommes même un peu plus âgés, etc. Nous n'acceptons plus cette subordination aux autres. Lorsqu'on est souverain, lorsqu'on parle de la souveraineté, j'insiste, le triangle de souveraineté, c'est 3 points. Le premier point, c'est battre la monnaie. Quand vous êtes indépendant, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui jeudi. C'est ça.
quand vous hissez votre drapeau pour dire que vous êtes indépendant, au plus tard le vendredi, c'est-à-dire demain, vous sortez votre monnaie. Conditionnalité pour mettre tout le monde au travail. Parce que celui qui produit la richesse, c'est l'être humain. Il faut le mettre au travail. Et pour le mettre au travail, il y a deux moyens. Le moyen que nous allons considérer comme dépassé, c'est le mettre en esclavage et il travaille gratuitement pour vous. Mais le deuxième moyen moderne, c'est de le payer. Et il met en mouvement sa force de travail. Et il produit les richesses. Quand on dit les richesses, ce n'est pas seulement le bien des maisons, tout ce qu'on produit, les biens et services. C'est ça. Donc la monnaie, c'est un élément essentiel de la souveraineté. Deuxième élément, c'est le droit, c'est la défense et sécurité. Si vous n'avez pas la possibilité de vous défendre, vous êtes esclavagisable à tout moment. Et c'est dans ça que se trouve l'Afrique. Voilà pourquoi n'importe qui vient cracher sur nous, parce que nous sommes incapables de nous défendre. Donc vous nous expliquez, professeur, que ça c'est déjà le deuxième point. Et le troisième point du triangle, c'est le droit positif, c'est ne pas dire la Constitution. Si vous êtes capable de vous défendre, on ne viendra pas vous imposer des dirigeants ou bien une constitution, etc. Donc ici et maintenant, et nous parlons, nous disons, la monnaie, c'est un élément essentiel. Si vous voyez la France dicter des ordres de gauche à droite, ou bien ce qu'on appelle les bailleurs de fonds, tout ça, c'est parce que les Africains ne se donnent pas les moyens de ce que j'appelle leur monnaie. Si on a notre monnaie, on a et ça a une dimension identitaire chez vous? Mais c'est forcément. C'est forcément donc, ça. Ici, comme vous parlez des problèmes du Sahel, oui, je crois qu'on va en débattre. Bien sûr. Ils veulent sortir de la subordination monétaire dans laquelle se trouvent les 15 pays d'Afrique. Ils veulent être souverains, c'est-à-dire le souverain veut dire par définition, ce n'est pas la peine de trop se compliquer, c'est le dernier décideur. Dans la zone franc CFA, le dernier décideur, on peut vous dire tout ce qu'on veut, mais c'est la France. Pourquoi? Parce que le franc des colonies françaises d'Afrique, c'est son nom, appartient à la France. Il l'a créé pour ses propres intérêts. Et c'est avec ça qu'elle maintient en laisse tous ces pays-là qui utilisent le franc des colonies françaises d'Afrique. Peu importe l'habillage nouveau qu'on lui donne, moi, je ne vais pas prononcer ça. Le premier enseignement qu'on tire de votre propos, professeur... Pardon? Le premier enseignement qu'on tire de votre propos, professeur, c'est que les 3 États du Sahel qui viennent de décider de battre leur propre monnaie seront désormais le premier décideur, les premiers voilà, décideurs. Ils n'auront plus besoin, c'est-à-dire la France n'aura plus prise sur eux. Ils seront totalement libres. Très bien. Eux qui vont décider. On approfondira tout à l'heure avec vous, professeur, la question de l'exercice de la souveraineté qui implique que la souveraineté monétaire est la première des souverainetés, précisément par rapport à la question de la souveraineté. Professeur David Asiba Johnson, je l'ai dit, vous êtes auteur d'un livre à paraître sur Sylvanus Olympio, ce président qui a été assassiné en 1963, le président est togolais. Ça veut dire quoi? Que lui aussi, il a été l'un des premiers à avoir compris que la souveraineté, que la monnaie est un outil essentiel. C'est pour ça qu'il a décidé de doter son pays, le Togo, d'une monnaie, même si malheureusement, son projet ne verra jamais le jour, ne se concrétisera jamais. Oui, merci. Vous savez, dans ces affaires, il est assez important de faire des rétrospectives historiques pour essayer justement d'appréhender mieux le réel. Parce qu'on dit il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas d'où il vient et pour celui qui ne sait pas où il va. Alors, il me plaît là de citer quelque chose. Comme d'habitude, vous savez que c'est une approche chez moi qui est fondamentale, mais qui s'inscrit dans la démarche de mon collègue et qui est relative à une déclaration de Mohamed V le 2 juillet 1959. Alors, il dit ceci pour l'inauguration de sa banque centrale. On est en 59, hein, alors que le Togo l'avait déjà envisagé déjà en 56-57.
Alors, Mohamed V dit ceci. Le roi du Maroc, hein, Oui. le père de l'actuel roi. Voilà. Grand-père. Le grand-père, pardon, le grand-père plutôt. La souveraineté de toute nation se manifeste par des attributs, notamment la liberté d'action dans la conduite de la politique financière et monétaire et l'orientation de son économie conformément à ses intérêts et par la possession d'une monnaie nationale émise par une banque nationale et non une monnaie satellite émise par un institut étranger. Nous sommes en 59. On est en 59, ce qui confirme ce que vient de dire Copanelis. Deuxième chose qui me paraît fondamentale, aujourd'hui, ça fait 30 ans que le franc CFA a été dévalué. Oui. Nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2024. C'était le 11 janvier 1984. Ça fait 30 ans À Dakar. à Dakar, dans des conditions que vous savez. On a fait venir des gens pour le parler peut-être du franc, de parler effectivement de... C'était plutôt la compagnie Air Afrique, et on les a embastillés, et on attendait que justement le mois qui précédait que Houphouët-Boigny soit décédé, parce qu'il s'y opposait, et finalement on a imposé 50% de dévaluation. Ça c'est important de le rappeler. Et alors, à partir de 95, qu'est-ce qui s'est produit? Je voudrais rendre hommage à Mohamed Yessoufou Saliou, qui est décédé, je viens de l'apprendre. Nous avons fait une émission, 1 heure pour convaincre, sur ce problème, où je disais qu'il fallait en finir, il fallait combattre monnaie. Cette émission a été censurée. Et nous étions également, pendant la période des grèves de 95, qui étaient les plus sordides, alors j'ai été contraint au cours de cette période de faire Créteil pour me rendre jusqu'à l'UNESCO pour réenregistrer encore une émission parce que je disais que l'Afrique devait battre monnaie. Nous sommes en 95. Voilà. Mohamed Yessoufou Saliou a été presque licencié à ce sujet parce que justement il avait forcé. Il y avait une direction parisienne et il a envoyé directement l'émission au Gabon pour qu'elle soit diffusée. Nous sommes en 95. En 95 et en 96, je communique là-dessus en disant que l'Afrique doit battre monnaie. Donc c'est des vieilles choses. Mais cependant, je dois remettre à César ce qui est à César. C'est sous l'impulsion de Tchoundjon Pouemi, qui est mort le 27 décembre 1984. L'économiste camerounais. Économiste, le premier qui a traité monnaie, servitude et liberté, le premier qui a traité le problème du franc CFA de A à Z. C'est important de rappeler cela parce que je considère que les Africains ne font pas cette rétrospective historique, alors que les Occidentaux sont capables de parler de Platon, d'Aristote, etc. Il y a des gens qui nous ont précédés. Il faut leur rendre hommage. Donc j'en profite pour leur rendre hommage. Alors, vous voyez bien que, d'où que nous parlons, le problème, ce qui est essentiel, c'est que nous sommes dans une situation de l'Afrique contre l'Afrique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il m'est arrivé de pouvoir faire un séminaire dans les locaux d'une banque centrale, africaine. Et c'était sur le reporting. Et à ce moment-là, on m'a posé une question, est-ce que vous consentirez à pouvoir répondre à des questions assez importantes? Je dis oui, mais si vous voulez m'entendre, je dis oui. Et je leur ai dit ma position assez claire, il faudrait qu'on en finisse avec ce problème du franc CFA. Mais dans ces locaux de banque centrale, on m'a fait remarquer que les directions nationales ne sont que des bureaux. Tout se passe à Dakar. À la BCEAO. Oui. Rien ne se passe à Cotonou. Rien ne se passe. Ce ne sont que des caisses de résonance. Toute décision vient de Dakar. Alors, si vous voulez, pourquoi rappeler cela? C'est important. Parce que, vous savez,
il s'est produit quelque chose où, dans le cadre de la politique monétaire, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait une indépendance des banques centrales. Parce que si les hommes politiques interviennent vis-à-vis des États, alors à ce moment-là, on peut avoir en fait des informations qui sont floues, ou bien on se servirait de la planche à billets énormément. Et alors, chemin faisant, l'Afrique et la BCAO a saisi la balle au bon et dans le cadre de l'indépendance de cette banque centrale. En fait, effectivement, le gouverneur a le droit de faire ce qu'il entend de faire. Et si vous ajoutez à cela qu'il y a peu de dirigeants africains qui sont au fait des problèmes de politique monétaire, donc vous comprenez que si le gouverneur dit « cette monnaie, c'est notre monnaie », et que je considère que c'est notre monnaie, et mieux encore, il va jusqu'à dire, figurez-vous, qu'au niveau de l'Afrique du Sud, quand ils ont acquis le contrôle de l'État, le rand avait été créé bien avant eux, ils se sont servis du rand, ils ne l'ont pas abandonné. Vous voyez, pour donner des arguments, pour dire que ce franc CFA est le bon CFA. Pourquoi je vais chuter à ce niveau-là? Si les gens considèrent que le franc CFA est une bonne monnaie, qu'ils la conservent, mais qu'ils ne l'imposent pas aux autres. Donc, l'AES va être ce que je vais dire, l'exemple phare ou la nécessité d'en finir avec cette servitude monétaire. Et ce sera une zone de prospérité. Le seul problème qui va se poser, c'est le problème de la gestion de cette monnaie. Et cette gestion de cette monnaie, il y a des outils qui existent, mais la chute, permettez-moi, il y a un concept qui est très important qu'on appelle le triangle d'incompatibilité, c'est-à-dire l'arbitrage qu'il faudra faire par rapport à 3 objectifs, un régime de change fixe, mobilité du capital et indépendance de la politique monétaire, c'est-à-dire la fixation des taux d'intérêt. Voilà la chose à laquelle nous serons confrontés. C'est très intéressant ce que vous évoquez. Et professeur, puisque ça nous amène, et professeur Nicolas Agbohou a abordé la question de la gestion de la monnaie, vous l'évoquez et très bien, et dans ce livre, et vous dites quelque chose d'intéressant. Vous dites, puisque vous préconisez, vous, une monnaie africaine, une monnaie unique africaine, et vous dites, il nous faut adopter non pas un système de change fixe, le professeur vient de l'évoquer, mais un système de change flottant. Si nous avions adopté ce système de change flottant, nous n'aurions pas aujourd'hui nos réserves de change au Trésor public français. Qu'est-ce qui va se passer avec les États du Sahel? Puisque en ce moment où on est en train de parler, ces 3 États ont encore leurs réserves de change au niveau du Trésor public français. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Quelle va être l'implication dès lors que cette nouvelle monnaie sera officialisée? Bien, merci. Je crois qu'il faut déjà remarquer que lorsque ces 3 États du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso, vont sortir de la BCAO, il est tout à fait normal, quand on est marié et qu'il y a une séparation, ils vont récupérer ce qui leur appartient. Donc, que ce soit une partie du capital, que ce soit les réserves, etc. Ça, c'est un problème totalement différent qui n'a absolument rien à voir avec le problème de la gestion rigoureuse de la banque centrale qu'eux-mêmes ils vont créer, qui va abriter leur monnaie. Maintenant, quand on va adopter le système d'échange flexible ou bien échange fixe, je dis, dans toute chose, il y a ce qu'on appelle les spécialistes de la question. Il y a les décisions politiques, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Quand il s'agit de gérer la banque centrale elle-même, on donnera ça à des spécialistes, des gens qui sont rompus aux techniques de gestion d'une banque. Et ça, il y en a plein. Voilà. En Afrique. En Afrique, je parle en Afrique, sur le continent africain d'une part, et les enfants d'Afrique qui sont hors du continent. Ils peuvent faire appel à ces gens-là. Les compétences. C'est pas ça qui est le problème. C'est ça. Ce qui est le problème qui bloque l'Afrique, c'est le problème des décisions politiques. J'insiste dessus.
Ensuite, souvent, les gens parlent du problème des régimes d'échange fixes, surtout avec le franc CFA. Ils nous ont fait comprendre que c'est une très bonne chose. C'est dans l'intérêt des Africains. C'est pour ne pas avoir de l'inflation, etc. Tous les discours que vous connaissez. Nous disons froidement, mais scientifiquement, que l'inflation ne se combat pas par le régime d'échange fixe. Vous allez à Abidjan aujourd'hui, vous allez un peu partout, les gens sont en train de pleurer parce que la vie est trop chère. Quand on dit la vie est trop chère, ça veut dire qu'il y a l'inflation. Bon, ce n'est pas ça le vrai problème. On combat l'inflation non pas par des mesures administratives, mais par une loi simplement universelle, c'est la loi de l'offre et de la demande. Je m'explique. Si vous allez, on vous dit aujourd'hui 1 kilo de riz coûte, j'ai dit n'importe quoi, par exemple 200 francs CFA le kilo, et que les gens s'en plaignent, si vous êtes gouvernement, si vous voulez combattre la cherté, vous dégagez les moyens de production en grande quantité du riz. Et la période suivante, il y aura tellement de riz. L'offre étant supérieure à la demande, le prix baisse. Ça, c'est connu au niveau universel. Ce n'est pas là le problème. Mais quand on dit le franc CFA obéit à un régime d'échange fixe, il faut le dire à ceux qui nous écoutent, et surtout ceux qui ne connaissaient pas grand-chose en économie. En réalité, c'est pour protéger, écoutez-moi très bien, c'est pour protéger les exportateurs des capitaux de la zone franc CFA vers la France et le reste. Contre quoi? Contre ce qu'on appelle les risques d'échange. Je m'explique. Si vous êtes au Togo, en Côte d'Ivoire, vous exportez, dans l'état actuel, 656 millions de francs CFA. Arrivé ici, en France, on divise par 656 et vous avez 1 million d'euros. Bien, et ça reste toujours comme ça. Maintenant, si, avec un régime d'échange flexible, pour 1 euro, on ne donne plus 656, mais on donne 50 000 francs CFA, eh bien, les mêmes 656 millions, si vous les apportez, on divise par 50 000, on vous donnera 13 120. Entre 1 million que vous recevez hier et 13 000, vous perdez 987 euros. C'est ce qu'on appelle le risque d'échange. Les pertes d'échange, c'est ça. La question que les gens peuvent se poser, mais est-ce que c'est vraiment réalisable que pour 1 euro, on donne 50 000 francs CFA? Eh bien, je réponds tout simplement pour ceux qui nous écoutent. Ils peuvent aller sur Internet. Eh bien, 1 euro vaut, par exemple, en Iran, 51 000 rials. En Corée du Sud, pour 1 euro, on donne 1350 euros. Or, en Corée du Sud, le revenu par habitant est de 44 000 dollars, vous voulez dire. Non, en Corée du Sud. En Corée du Sud. Oui. Le revenu par habitant est de 44 000 dollars. En Iran, de 21 000. Mais des pays pauvres comme le Togo, la Côte d'Ivoire, même en RCA. RCA, en étant gentil, c'est 1 000 euros. Au nom de quoi ils peuvent, pour 1 euro, donner 656. Je vous explique, c'est pour maintenir, pour protéger les exportateurs de capitaux contre le risque d'échange. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, toujours sur le régime d'échange fixe, il faut le savoir, eh bien, comme c'est la loi de l'offre et de la demande sur le marché des monnaies qu'on appelle le marché d'échange, quand l'offre est supérieure à la demande, le prix baisse. C'est-à-dire, au lieu de donner 656 pour 1 euro, on serait amené à donner 5 000, 10 000 et même 60 000. Si vraiment on veut appliquer ça, on ne veut pas de ça. Donc, les banques centrales, c'est une loi qui est connue dans l'économie. La banque centrale intervient sur le marché, rachète sa propre monnaie pour faire remonter la demande. Ça, c'est connu. Or, on ne rachète pas les francs CFA avec les francs CFA. On rachète les francs CFA avec les devises, c'est-à-dire les monnaies étrangères. Or, à qui appartiennent les devises? Eh bien, les devises, comme je l'ai dit, ce sont les monnaies étrangères. C'est le résultat
Ça appartient aux masses laborieuses qui travaillent, qui vendent à l'extérieur, qui obtiennent l'argent des autres, qu'on appelle les devises. Et ce sont des milliards et des milliards de devises qui sont utilisées pour racheter les francs CFA en vue de protéger les exportateurs de capitaux. C'est ça que les gens ne disent pas. Donc, c'est pour dire concrètement ceci. Eh bien, quand les pays de l'AES vont sortir du franc CFA, eh bien, ils seront dispensés de ça. Ils auront d'autres problèmes. Mais au moins ça c'est déjà un. Deuxièmement, et je crois que peut-être là, il faut savoir que la BCEAO, c'est une suite logique de la Banque du Sénégal. Je reprends. La BCEAO, c'est on va dire c'est l'arrière-petit enfant de la Banque du Sénégal. Qu'est-ce que c'est la Banque du Sénégal? Eh bien, pour nos enfants, pour ceux qui ne le savent pas, il faut rappeler que quand qu'on appelle Charles-Louis Bonaparte, ou sinon Napoléon Bonaparte, a supprimé l'esclavage le 27 avril 1848, eh bien, les esclaves noirs, précisément ici, étant libres, qui sont considérés comme des biens de production, des outils, eh bien, les esclavagistes, c'est-à-dire les propriétaires d'esclaves, se sont vus dépouillés de leurs outils de production. Donc, eh bien, comment on appelle, ce même empereur-là a pris la décision de créer, d'abord, d'indemniser les esclavagistes, c'est-à-dire les maîtres des esclaves, et c'est 1/8 de ces indemnités à hauteur de 230 000 qu'ils ont pris pour créer la Banque du Sénégal le 21 décembre 1853. Et c'est cette Banque du Sénégal qui a évolué pour donner la banque, la BAO, etc. Donc la BCEAO qui est là, tout comme la BEAC, tout comme la BCC. Ce sont les filles. Et bien, ce sont les filles de la Banque du Sénégal. C'est-à-dire, en fait, c'est le sang des Africains. Et ça, il faut le savoir, ça nous ramène tout récemment pour que les uns et les autres puissent comprendre. Je propose, professeur, qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Bon, d'accord, si vous voulez, vous me rappelez, parce que cette phrase-là, je voulais la terminer. Ah bon, allez-y. Voilà. Le technicien ne c'est la loi de la nature. Je m'explique. Vous avez entendu parler, sans rentrer dans les détails, de l'histoire de la vache folle. Oui. La vache est un herbivore. Ça mange de l'herbe. Or, les Anglais sont arrivés à donner des carcasses et des animaux à ces vaches-là. Et ces vaches ont mangé. La farine animale. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils se sont rendus compte que ces vaches-là, ça agit dans leur cerveau. Oui. Ces vaches sont devenues folles. Et par la suite, eux-mêmes, ils ont réfléchi. Mais quelles conséquences ça aura sur les êtres humains? On fait manger à la vache des carcasses carnées. Oui. Donc, ici, ce que nous sommes en train de dire, la BCEAO qui est là, la BCEAO coule le sang des Africains. Est-ce que je me fais comprendre? La BCEAO, ce n'est rien d'autre que la Banque du Sénégal en prolongement. Donc, un jour ou l'autre, la nature devait réagir pour mettre hors d'état de nuire la BCEAO. Et c'est ça qui commence avec les États du Sahel. Voilà ce que je voulais dire. Avec la décision de frapper. Avec la décision des États du Sahel qui vont sortir de la BCEAO. Et on verra les conséquences après. Et justement, on reviendra après une courte pause, évoquer les conséquences possibles pour les autres États membres de l'UEMOA qui veulent conserver le franc CFA. À tout de suite. Gouvernement africain, opérateur économique, collectif d'experts, vous souhaitez cibler de nouvelles opportunités de financement en Amérique? Vous êtes à la recherche de partenaires publics et privés aux États-Unis? Une seule adresse, American Export Council, basée à New York City. Contact www.americanexport.com. info@
ncatv.com, Facebook NCA TV. Deuxième partie de Frontal. Notre émission de ce jour est consacrée à la décision radicale des 3 États membres de l'AES de frapper leur propre monnaie et de sortir de la zone franc CFA et donc de rompre avec la BCEAO. Le professeur Nicolas Agbo nous expliquait plutôt dans la première partie de l'émission que cette sortie pourrait avoir des conséquences pour les autres. Alors dites-nous, professeur David Asiba Johnson, l'UEMOA est en train de perdre 3 États membres. Alors, ces 3 États membres occupent les places suivantes. Quand on considère l'importance par PIB nominal, le Mali est le 3e État de la zone UEMOA avec 10 125,6 milliards de francs CFA de PIB nominal. Le Burkina Faso est le 4e en termes d'importance de la zone avec 9 369,2 milliards de francs CFA et le Niger est le 6e de la zone UEMOA avec 7 610,4 milliards de francs CFA. Les données sont de 2020. Les 3 cumulent à eux seuls 27 105,2 milliards de francs CFA de PIB nominal. Et c'est ça qui quitte aujourd'hui la zone franc CFA. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? D'aucuns disent, si on regarde un peu sur les réseaux sociaux, que ça ne représente pas ces sigmas de PIB et sont inférieurs par rapport à l'économie du Ghana ou à l'économie de la Côte d'Ivoire, en masse absolue. D'aucuns disent. Mais moi, je crois que le problème ne se pose pas tellement en ces termes. Ce qui m'intéresse un peu, il faut qu'on essaye de faire l'économie, peut-être de répéter certaines choses avec lesquelles nous avons discuté dans le passé. Et je crois que le problème réel qui se pose, à mon avis, c'est une lecture, c'est est-ce que les Africains peuvent se prendre en charge pour traiter les problèmes macroéconomiques et de politique industrielle qui sont les leurs. C'est ça, en réalité, le vrai problème. Donc, est-ce que les banques centrales sont compétentes? C'est ça la question. Le problème de la conséquence de la Banque centrale. Alors concrètement, dites-nous les lacunes que vous avez pu... Alors, lorsqu'on parle de la... je vais y venir, parce que le problème, il est le suivant. L'une des premières banques centrales, et celle qui a le plus d'expérience dans cette affaire, c'est la Federal Reserve. La Réserve fédérale américaine. Et comment elle traite ces problèmes de politique monétaire? Elle traite ces problèmes de politique monétaire en ayant pour objectif le plein emploi et la stabilité des prix. N'est-ce pas? Alors, chez nous, au niveau de l'Afrique, de la BCEAO, ce qui nous intéresse le plus, c'est tout simplement la stabilité des prix. Or, nous avons des millions de personnes ou des centaines de personnes qui sont en train de mourir dans la Méditerranée. On n'arrive pas à traiter le problème de chômage chez nous. Bon, la question fondamentale est là. Est-ce que la BCEAO fait correctement son travail pour choisir les bons taux d'intérêt, n'est-ce pas, à l'aide des modèles techniques que l'on connaît, la DSGE, etc., pour justement permettre de résoudre le problème du sous-emploi et la valorisation des richesses africaines qui sont. Par conséquent, n'est-ce pas, accompagner les banques de second rang, n'est-ce pas, à pouvoir soutenir la dynamique entrepreneuriale. C'est ça, en fait, le vrai problème. Alors, ce qui va se passer, ce que j'attends, parce qu'il me semble assez important, c'est au niveau de l'AES, que l'on ne reproduise pas mutati mutandis, n'est-ce pas, ce qui s'est passé au niveau, effectivement, avec la BCEAO, que je considère qu'avec une certaine forme d'incompétence totale. Alors, vous voyez, par exemple, je trouve un exemple. J'ai regardé tout simplement et analysé tout ce qui s'est passé en termes de politique économique de Obama.
On a considéré qu'Obama n'a pas été compétent au niveau de la politique économique des États-Unis. On a pour habitude de nous présenter les Africains, les Blacks, etc., n'est-ce pas, de ne pas être à la hauteur des problèmes économiques. Alors, ce que j'espère avec l'AES, c'est que cette fois-ci, nous allons pouvoir laisser mettre à contribution le génie africain qui va permettre justement une dynamique entrepreneuriale, l'existence des industries, la valorisation, etc., des ressources qui sont les nôtres. Là encore, permettez-moi de dire, en termes de politique industrielle, en termes de valorisation de richesse, eh ben, déjà, Cheikh Anta Diop l'avait écrit dans Politique économique et culturelle de l'Afrique. C'est-à-dire, il avait identifié l'ensemble des ressources que nous avions, l'or, l'aide, etc., qu'on pouvait valoriser, en termes d'électricité également, le barrage d'Inga, etc. Ce qui est malheureux, c'est que la plupart de nos chefs d'État et la plupart des intellectuels africains, n'est-ce pas, ont complètement ignoré les travaux des savants ou de ceux qui nous ont précédés. À l'heure actuelle, je suis en train de vous dire la chose suivante. Prenez l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, relisez-le, et vous allez voir effectivement que ce que l'AES est en train de faire, c'est que c'est rien d'autre que ce que Cheikh Anta Diop avait déjà prévu. Mais de façon concrète, professeur, si vous aviez à conseiller aujourd'hui les trois présidents de l'Alliance des États du Sahel, par rapport à la Banque centrale des États du Sahel, j'imagine, ils sont en train de créer une banque, j'imagine que ça va évoluer pour prendre peut-être sans doute ce nom, Banque centrale des États du Sahel, vous leur direz de ne pas reproduire quoi comme erreur, de façon concrète et précise? Mais et c'est la souveraineté monétaire qui est assez importante et la conduite de la politique monétaire. Alors, d'une part, il a été dit à l'instant, ce qui était important, c'était de constater que nous sommes propriétaires des devises que nous aurons acquises sur le marché international par la vente de nos biens. Absolument. Ça, c'est la première chose. Vous voyez, avec ce paquet de devises, déjà, vous pouvez vous mettre dans la dynamique des réalisations des infrastructures, de l'amélioration de la situation de l'emploi, de la valorisation, de la création des filières industrielles qui jusqu'alors ne sont pas valorisées. Voyez-vous? Donc, il y a déjà là des ressources qui sont assez importantes. Mais la question après, on l'a soulevée. Bon, moi je considère que ce n'est pas autour de cette table que nous pouvons résoudre l'arbitrage rigide de change fixe, rigide de change flottant. Et M. Abou est certainement conscient de cela parce que c'est beaucoup plus technique que cela. Donc, mais il a dit qu'il y a des spécialistes. C'est en amont. Bien sûr. Et par ailleurs aussi, il n'est pas... C'est une question de discrétion. Nous n'avons pas valorisé à mettre sur la table comment nous allons conduire cette politique, etc. Parce que dès lors que vous le dites, et vous le savez très bien, que nos économies ont fait l'objet de sabotage, déjà au niveau, effectivement, de la Guinée, en 58, et d'autres, etc. Donc nous disposons, effectivement, il faut être discret, pouvoir traiter ces problèmes-là, et lorsque des mesures seront prises, elles seront prises, et nous les exécuterons. Voilà. Mais ce qui me paraît fondamental, c'est que nous parlons de cette souveraineté. Mais est-ce que nous irons jusqu'au bout? Dans l'arbitrage de ces souverainetés, il y a d'aucuns qui reviennent déjà encore en disant « Ah, voici, vous savez, le problème de Burkina Faso et si vous prenez le Mali, il se pose encore de problèmes de convergence. Alors, on ne peut pas battre monnaie comme ça, il faudra en fait... » Voilà, on reprend encore le problème de la convergence. Dont nous avions discuté précédemment avec la BCAO, qui disait, écoutez, il faut que les économistes convergent pour avoir une monnaie commune. Mais la décision politique est prise de toute façon. Oui, d'accord, mais la décision politique est prise, mais entre la prise de décision et la sortie de la monnaie commune de l'AES, nous n'y sommes pas encore. On est d'accord. Si implicitement on se dit, et un courant de pensée dit, nous allons retenir la convergence comme mesure phare, vous voyez que ce sera remis au calendrier. Mais avant de venir au professeur Agbou, très rapidement, de façon logique, est-ce que les États du Sahel ont même le choix? Vous ne pouvez pas être en situation de conflit, entre guillemets, avec l'État extérieur qui garantit
la monnaie et continuer à utiliser la même monnaie. Au fond, sortir du franc CFA est une décision mais logique, finalement. Mais vous connaissez ma position. Oui. Je vous ai dit précédemment que c'est un acte de banditisme qui a été commis en saisissant les avoirs, effectivement, du Niger et en saisissant les avoirs du Mali. C'était écrit nulle part. Donc, il est évident qu'il faut une soupape de sécurité à en finir avec cela. C'est une évidence totale. Donc, il ne faut même pas discuter à ce sujet. C'est une voie irréversible, finalement. Oui, non, il ne faut même pas discuter. C'est-à-dire... Mais d'ailleurs, on l'a dit. Il a dit, un instant, le problème de la récupération des avoirs, c'est un autre problème. Le problème de la gestion de la monnaie, c'en est encore un autre problème. Ici, nous sommes sur le problème de la gestion de la future monnaie qu'il faut créer le plus rapidement possible. Et après, nous allons regarder ce problème. Parce que jusqu'alors, vous voyez, la BCEAO, même pas avec une certaine forme d'élégance, aurait pu décider de restituer ses avoirs. Non, rien ne se passe. Et je considère que les peuples africains sont également responsables. Nous ne manifestons pas assez, justement, par rapport aux souffrances du Niger et du Mali qui ont subi, effectivement, ces embargos iniques, malsains. Donc, il faudrait que, justement, nous fassions comprendre au gouvernement que nous ne sommes pas d'accord. Et qualifiez pas beaucoup d'illégal. Oui. Parce qu'aucun test ne prévoit effectivement... Oui, c'est illégal. Oui. Donc, en fait, finalement, il n'est aucunement question de revenir. L'AES doit battre monnaie et laisser ceux qui considèrent que le franc CFA est une bonne monnaie, qui gardent la bonne monnaie. Professeur Agbou, quand on lit votre livre, il est rempli d'optimisme. Lorsque vous proposez à l'échelle continentale la création de la monnaie unique africaine, mais la solution vaut aussi pour les organisations sous-régionales ou pour les États qui se mettent ensemble, vous dites, en ce qui concerne la garantie de cette monnaie, nous avons suffisamment de ressources, nous avons suffisamment d'or pour garantir notre monnaie, dont la question de la garantie ne se pose pas. Bien, merci. Je crois que le frère Da Silva vient de souligner un problème selon lequel il y a certains, au niveau de l'AES, qui parlent même des critères de convergence. Et il a raison de soulever cela. Mais il faut dire de façon claire et nette, sans aucune ambiguïté, aux Africains d'ouvrir les yeux et de faire le tour. Et je vais citer 6 cas. Le premier cas, c'est celui des États-Unis d'Amérique, qui utilisent le dollar américain. Au départ, ils étaient 13 colonies anglaises. Quand ces 13 colonies ont pris leur indépendance politique vis-à-vis de l'Angleterre, ils ont décidé politiquement de dire le dollar canadien, non, le dollar américain est notre monnaie unique. Tous les autres États qui ont rejoint la fédération ont suivi, ils ont utilisé le dollar et le dollar ne pose aucun problème. Il n'y a pas de critères de convergence socio-économique dont on nous parle à longueur de journée. Ça, c'est le premier cas. Depuis 1792. Oui. Peu importe, mais je suis en train de faire comprendre avec gravité aux Africains que les fameux critères de convergence, qui les recopient d'après eux avec l'Union européenne, lesquels les Européens même ne respectent même pas les critères de convergence, mais ça, c'est un autre débat. Deuxième exemple, c'est le Canada, voisin, qui en a été inspiré. Dit, avec 10 provinces, pour ne pas dire 10 pays, il dit le dollar canadien est notre monnaie. Et ce sont les représentants du peuple, pour ne pas dire les parlementaires, ont décidé politiquement de faire du dollar canadien leur monnaie unique. Et ça marche très bien. Il n'y a pas d'autres critères. C'est toujours une décision politique. Troisième exemple, c'est la Chine populaire. Avant 1941, il faut le souligner, les Chinois étaient moins de 500 millions de personnes. Ils mouraient de faim. Ils mangeaient même de la chair humaine. Quand Mao Tse-tung et ses amis ont réussi finalement à prendre le pouvoir d'État, ils ont mis hors d'état de nuire les Tankacheks qui étaient soutenus par les Américains et ils ont battu monnaie.
qu'on appelle aujourd'hui le yuan ou bien le renminbi, et la Banque populaire de Chine, qui appartient à l'État chinois, a mis les Chinois au travail. Aujourd'hui, ils sont 1,4 milliard de personnes au moins. Eh bien, le taux de chômage officiel est moins de 4%, mais qui finance les États-Unis d'Amérique? Ce sont les Chinois. Qui finance l'Union européenne? Ce sont les Chinois. En un mot, la Chine finance tous les États. Il n'y a pas d'autre critère de convergence que la décision politique pour battre cette monnaie unique. Ça, c'est le troisième cas. Le quatrième exemple, c'est la Suisse. La Suisse, c'est 26 pays qu'on appelle 26 cantons. Il y avait, écoutez ça très bien, 860 monnaies différentes. Je reprends, même si ça peut choquer certains esprits. Il y avait 860 monnaies différentes. Et le Parlement suisse fédéral, a décidé politiquement de mettre en lieu et place une seule monnaie unique fédérale qui est le franc suisse. Quiconque dans le monde a son épargne va cacher ça où? En Suisse. Parce que cette monnaie est gérée avec une rigueur. Bien sûr. Ça, c'est le quatrième cas. Le cinquième cas, c'est la Russie. Quand l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, a été démantelée en 1991 par les Occidentaux, eh bien, 22 pays sont restés ensemble. Chacun pouvait battre sa monnaie. Mais ils ont décidé de garder la monnaie unique qu'on appelle le rouble suisse. Non, le rouble russe. À ne pas confondre avec le rouble soviétique. Avec ça, eh bien, ils ont réorganisé leur économie d'une part. D'autre part, ils se sont armés puissamment, au point que tous les pays occidentaux se battent militairement contre la Russie, mais ils n'y parviennent pas à travers le problème de l'Ukraine. Ça, c'est le cinquième cas. Sixième cas, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé le franc CFA. Eh bien, quand la France du général de Gaulle a été libérée des nazis qui appliquaient en France le nazisme monétaire, eh bien, le général de Gaulle a dit simplement à son ministre de l'économie et des finances, René Pleven, et à son ministre des colonies, Jacques Soustelle, de lui préparer un décret de création du franc des colonies françaises d'Afrique. Et quand ce décret a été prêt, le général de Gaulle, conformément à un article, l'article 1er du décret 45-01-36, a créé le franc des colonies françaises d'Afrique. Un simple décret, donc une décision politique. Ce décret n'est même pas passé à l'Assemblée nationale. Et on a imposé ça aux Africains. Sans parler de critères de convergence. Il n'y a pas de critères de convergence. Je suis en train de dire des choses qu'ils peuvent vérifier, ceux qui veulent nous tenir là. Et le contre-exemple, il faut que les gens ouvrent les yeux. Depuis 1983 jusqu'à la seconde où nous parlons, il y a la CEDEAO, composée de 15 pays africains, dont le Nigeria. Ils ont parlé de leur monnaie unique, l'ECO. Ils ont défini 16 critères de convergence d'abord, ensuite maintenant 8 critères de convergence, jusqu'à la seconde, ils n'arrivent pas. Ce que nous sommes en train de dire, ce sont des décisions politiques. Quand on est souverain, on décide politiquement. Donc, pour revenir, pour conclure avec les États de l'AES, Association des États du Sahel, ils décident politiquement et puis ils se mettent ensemble et ils créent la monnaie unique africaine. J'insiste sur le mot monnaie unique africaine. C'est la base. Et avec le temps, les gens vont entrer. On parle de l'Union européenne, mais ils ont commencé à 6. C'est vrai. Aujourd'hui, ils sont 27, dont 20 utilisent l'euro, mais les autres vont venir. Donc, il faut qu'on commence quelque part par la décision politique et une décision politique souveraine. J'insiste sur le mot souveraine. Voilà. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cet échange plein d'enseignements. À tout de suite.
Gouvernement africain, opérateurs économiques, collectif d'experts, vous souhaitez cibler de nouvelles opportunités de financement en Amérique? Vous êtes à la recherche de partenaires publics et privés aux États-Unis? Une seule adresse, American Export Council, basée à New York City. Contact www.americanexport.com. info@ncatv.com. Facebook NCA TV. Troisième et dernière partie de notre émission consacrée aux 3 États du Sahel qui décident de frapper leur propre monnaie et de sortir du franc CFA. Mes 2 éminents professeurs sont toujours avec moi très rapidement. Professeur David Johnson. Comprenons quelque chose, essayons de comprendre quelque chose. Vous dites à cette table, et ça fait des années que vous le répétez, que le franc CFA n'est pas une bonne monnaie. C'est ça. Comment se fait-il qu'on a des chefs d'État sur le continent qui disent c'est précisément ce qu'il nous faut? Justement. Qu'est-ce qui se passe? Et ça rejoint l'interrogation et l'observation qu'avait faite tout à l'heure M. Agbourou, en mettant en évidence que c'est d'abord une décision politique. Si c'est une décision politique, alors, donc une décision politique, elle peut être prise trivialement. Alors pourquoi les Africains ne prennent pas cette décision? Oui. Et comment vous comprenez ça? On a beau répéter que c'est une décision politique, eh bien, vous constatez que, en fait, les Africains ne prennent pas la décision de battre monnaie. Alors, on pourrait analyser et trouver le fait que, en même temps que c'est le prix à payer pour rester au pouvoir, oui, parce que c'est un soutien. Hein, oui, c'est effectivement un soutien, parce que et c'est important de le dire. Alain Juillet, vous pensez qu'il y a un chantage politique derrière? Oui, bien sûr que c'est un chantage. Alain Juillet a fait une émission récemment en faisant comprendre, je cite, que de toute façon, les élections au niveau de l'Afrique ne sont pas des élections qui respectent des critères démocratiques. Pas tous les pays. Hein. Il y a des, je cite Alain Juillet. Il y a des pays. Non, mais laissez-moi continuer. Oui, si que décide. Juste, oui. Si vous Excusez. C'est l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, en contrepartie, si vous voulez rester au pouvoir, vous ne pouvez pas renoncer au franc CFA parce que ça permet, en fait, le transfert des capitaux sans risque de change. N'est-ce pas? Donc, effectivement, vous avez affaire à des gouvernants qui préfèrent la situation du statu quo. Puisque c'est une décision politique, comment se fait-il que, lors de la dévaluation, ça fait 30 ans, on a crié à UEADIA que c'était bon, c'est pas bon, on a réduit nos possibilités de pouvoir d'achat de 50%, tout le monde s'est plaint. Oui. Et alors, jusqu'alors, on continue, et d'autres vocifèrent que c'est notre monnaie et que c'est une bonne monnaie. Vous voyez de qui je parle? Alors, la question, comment se fait-il? Est-ce que les Africains, on pourrait se poser la question, est-ce que les chefs d'État africains sont conséquents avec eux-mêmes? C'est-à-dire qu'ils préfèrent laisser leur peuple mourir de faim et garder des pouvoirs? C'est la peur de se mettre la France à dos? Ah, mais écoutez, nous faisons simplement que des observations, nous n'inventons rien. Comment se fait une décision politique? Et il a été exhibé tout à l'heure par un simple jeu d'écriture. Une décision, un décret est pondu, et la monnaie est battue, et justement, les dirigeants africains continuent de faire du surplace et n'aboutissent pas. C'est une question qu'il faut se poser. Et alors, à ce moment, on pourrait se poser la question, écoutez, est-ce que nous avons le sens de nos propres intérêts? Je ne crois pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand je vous dis que l'intérêt de ces coups d'État militaires se justifie. Il se justifie pour rompre, justement, par le manque de patriotisme. Ce dont nous avons besoin, c'est le patriotisme. Parce que lorsqu'il y aura patriotisme, c'en est fini de ces problèmes de franc CFA, parce que la décision de battre monnaie est liée au patriotisme. C'est ça. Sur la question... Elle est liée au patriotisme. Ce n'est rien que le patriotisme, servir les intérêts
n'est-ce pas, de la nation. Donc là, vous commencez à avoir des exemples. Ibrahima Traoré fait comprendre, je vous ai fait attirer votre attention sur les problèmes de corruption, je vous laisse quelques instants. Il paraît qu'il y a eu, en fait, des fonds qui sont réinjectés. Et il existait, il disait, mais comment peut-il avoir dans ce pays des gens qui gagnent des milliards et vous voyez des gens qui sont en train de mourir de faim? N'est-ce pas? Donc c'est le patriotisme, il faut que ça change. Et lui-même, en tant que leader, a renoncé au salaire de chef d'État pour donner l'exemple. Donc vous voyez là qu'il y a un problème de leadership. Mais en fait, la question fondamentale, est-ce que les Africains sont patriotes? Et il y en a qui le sont. Des chefs d'État patriotes? Ah ben, on est en train de faire... Mais alors à ce moment-là, pourquoi l'Afrique ne bat pas monnaie depuis lors? Alors, professeur, juste une petite parenthèse. Tout à l'heure, quand vous évoquiez la question des élections, c'est toujours important, à titre pédagogique, de rappeler qu'il y a certains États où ça se passe bien. Il faut profiter pour rendre hommage à George Weah, qui vient de quitter démocratiquement le pouvoir et qui, avant même que les résultats de son challenger ne soient confirmés par les instances en charge des élections, a appelé... Je peux vous répondre. Ici, nous parlons effectivement des pays francophones. Mais alors, on avait au Sénégal, les élections sont plus ou moins démocratiques. On connaît le résultat, le choix même des élections, c'est aussi une on ne va pas reprendre. Quand on interdit effectivement à des candidats de ne pas pouvoir se présenter, est-ce que vous appelez ça de la démocratie? J'appelle la démocratie de le fait de ne pas justement trouver des faux problèmes. Mais si les gens sont si bons que ça, qu'on aille aux élections, qu'on permette à tout un chacun de se présenter, n'est-ce pas? Pourquoi créer des problèmes, empêcher et parfois aller jusqu'à créer des guerres d'État pour empêcher que les gens, justement, puissent exercer correctement... Vous avez raison, j'essaye, mais j'y arrive pas. Non, ça ne marche pas. J'essaye, mais j'y arrive pas. Ce n'est pas cela. Et permettez-moi encore de dire, Alain Juillet, je cite, dit, oui, c'est nous qui avons demandé à Macky Sall de ne pas faire un troisième mandat. Et il dit, lorsque nous lui avons demandé, ça ne lui a pas plu, etc. Et le Sénégal se trouve très mal au niveau de la France. Je cite. Je persiste et je signe. Monsieur, il y a des éléments où ça se passe bien. Il y a Iboni a quitté démocratiquement le pouvoir au Bénin pour laisser le fauteuil présidentiel à Patrice Talon, par exemple. Il y a quand même... Ils sont rares, mais il y en a quand même. Qu'est-ce que ça donnait actuellement au niveau du Bénin? Qu'est-ce que ça donnait au niveau du Bénin? Ça donnait que le Bénin a présenté, a fermé ses frontières. Absolument. Et le Bénin était à la botte de la CEDEAO et a affamé son peuple, ses frères. Ça, c'est la réalité. Et aujourd'hui, quand elle dit « je vais ouvrir le port », mais pourquoi elle ne se bat pas pour dire « levons la décision, effectivement, de la CEDEAO ». Mais c'est ça la question, monsieur. C'est un manque de patriotisme. En fait, en réalité, je vous ai dit, j'ai commencé cette discussion en disant que le problème de battre monnaie, c'est les Africains contre eux-mêmes. En fait, nous avons des problèmes. Il y a d'aucuns qui sont pour l'irréversibilité des avantages acquis, pour servir les intérêts des Occidentaux, et il y a ceux qui veulent revenir à la normalité, qui consiste à en finir avec ce pacte colonial pour que l'Afrique se prenne en charge et traite les problèmes en fait, de la valorisation de ses richesses, à la fois sur le capital humain et en fait... Vous avez raison. Voilà, c'est ça la question fondamentale. Vous avez raison. Professeur Abou, le professeur David Asiba Johnson a raison en évoquant tout à l'heure la question de la dévaluation pour traduire le caractère tragique de cette monnaie. Et on se souvient qu'en 1994, au retour de Dakar, le président Nicéphore Soglo du Bénin d'alors avait demandé que les drapeaux soient mis en berne parce qu'il estimait effectivement que son pays était en deuil avec la dévaluation du franc CFA. Quelque chose de très intéressant dans votre livre, préfacé par le professeur Charvin, qui n'est pas n'importe qui n'est ni Congolais, ni Togolais, ni Ivoirien. C'est un Français, doyen honoraire de la faculté du droit et des sciences économiques de Nice. Une belle préface. Et dans la préface de votre livre, il dit ceci, je le cite, « La dette extérieure et la dépendance financière sont la cause d'une situation schizophrénique. Aussitôt élus, les acteurs politiques
s'ils veulent se maintenir au pouvoir, sont obligés d'adopter un cadre macroéconomique qui répond plus aux exigences des créanciers qu'aux besoins nationaux. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est la réalité. Écoutez, nous disons, et nous allons le répéter, ce qui est mis en cause, ou du moins ce qui est en action, c'est ce que nous appelons quelque part la politique du troisième homme. Cette politique du troisième homme consiste, pour le premier homme envahisseur, dans le cas d'espèce, c'est la France, à envahir des millions d'Africains qui sont deuxième homme, mais pour y parvenir, il faut passer par un troisième homme, c'est une petite poignée d'Africains qui sont là, qui appuient sur la gâchette et qui tuent leurs propres frères et sœurs. Et ceci sur tous les plans, y compris sur le plan intellectuel. Donc, comme nous sommes sur le plan politique, vous voulez prendre, remarquez très bien, vous êtes par exemple dans la zone franc CFA, un pays de la zone France, vous êtes dans l'opposition et vous dites, si je prends le pouvoir d'État, je m'en vais contre le franc CFA, je vais le supprimer. Eh bien, vous connaissez le cas de Ousmane Sonko du Sénégal. On va vous maintenir dans l'opposition. Vous ne serez même pas candidat. Parce que ceux qui ont précédé les autres, ils ont déjà fait allégeance à la France. Et ils se maintiennent dans la colonisation. C'est ça. Et je dis bien, cette politique, c'est sur tous les plans. Vous verrez que ceux qui vont nous contester la souveraineté pour laquelle nous luttons, ils ne viennent pas de la France. Ils viennent des Africains. Soit pour avoir des petites miettes pour manger, soit pour se donner un nom, etc. Il y a d'autres mobiles qui les poursuivent, sauf l'intérêt général. Personnellement, je fais la différence entre ceux qui défendent le franc CFA, c'est-à-dire les dirigeants de la BCAO, de la BIAC, etc., je les comprends. Ceux-là, ils défendent leur pain. Et ceux qui luttent pour l'intérêt général de l'Afrique. Je m'explique. Mais ce n'est pas des pauvres gens. Pardon? Ce n'est pas des pauvres. Mais ces gens ont déjà de Je quoi. m'explique. Que ce soit vous, que ce soit David Johnson, que ce soit moi-même, on ferme les yeux, on le met. On met chacun de vous gouverneur de la BCAO. Vous savez combien il touche au minimum par mois? 30 millions de francs CFA. Vous croyez qu'il est suffisamment bête pour scier la branche sur laquelle il est assis? C'est humain, ça. C'est valable pour vous, c'est valable pour lui, c'est valable pour moi. C'est parce que nous sommes dans l'opposition. Enfin, je ne dis pas que nous sommes dans l'opposition. C'est parce que nous critiquons le système que nous avons des discours comme ça. Mais entre le discours et la réalité, c'est ça. Donc, Sankara est mort, il y avait 3500 francs sur son compte. Allons doucement. Il y a des gens. Je suis en train de vous dire ce qu'on appelle totalement la ce que vous politique du troisième homme. C'est-à-dire l'envahisseur français a compris ça. Il a compris. Parce que les Français se fabriquent à Chamalières, ici en France. Donc, maintenir dans l'esclavage moderne les Africains, c'est ça qui est en jeu. Donc, il faut, comme par enchantement, une nouvelle génération, celle qui naît au Sahel, avec ces jeunes-là qui sont là. C'est-à-dire Ibrahim Traoré du Mali, non, du Burkina, Assimi Goïta du Mali, et voilà, M. Tiani du Niger. Et ça, ce n'est qu'un début. Pourquoi je dis ce n'est qu'un début? Parce que d'autres jeunes vont prendre le pouvoir. C'est un mouvement qui est irréversible. C'est-à-dire quiconque désormais va prendre le pouvoir d'État et qui va contre les intérêts de l'Afrique, ce n'est pas de la mauvaise langue. Mais d'une manière ou d'une autre, il sera balayé. Ce qui me permet de dire, ici et maintenant, il faut que les gens du Sahel, qui soulèvent tout l'espoir de l'Afrique, car on ne rêve que de ça, eh bien, ceux-là, ils ont le devoir
de réussir cette monnaie unique. Ils vont appeler pour le Massa le Sahel. Mais pour moi, c'est la base. Et question fondamentale, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette monnaie? Nous disons froidement, avec cette monnaie, M. David Johnson a déjà évoqué le problème, ils vont utiliser ça, mettre les Africains au travail et industrialiser les économies du Sahel. Le mot industrialiser, c'est trop compliqué, ça veut dire transformer les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées. Lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Ça veut dire qu'ils vont permettre de donner aux populations concernées manger. Manger veut dire élever les industries alimentaires. Et tout est en Afrique. Deuxièmement, boire veut dire donner de l'eau potable et de l'eau courante à tous ceux qui sont en Afrique. Troisièmement, s'habiller, élever des industries de textile. Quatrièmement, se loger, c'est-à-dire produire des millions, c'est des millions de logements décents avec une vision claire. D'ici 20 ans, ou bien 10 ans ou 20 ans, on ne veut plus voir de taudis sur le continent africain. Ensuite, dans la maison, il faut éclairer. Donc, les industries renouvelables, comme par exemple l'énergie solaire, l'énergie géothermique, donc tout ce qui sort du sous-sol, l'énergie éolienne, donc du vent, l'énergie hydraulique et la biomasse. Tout ça, on peut avoir de l'énergie en abondance. Ensuite, c'est déplacer avec les véhicules produits en Afrique. Les brillants cerveaux sont là. Ils ne demandent pas autre chose que d'être payés. Quand vous avez l'argent, que vous ne dépendez pas de quelqu'un, vous pouvez financer ce que vous voulez. Ensuite, sur des routes qui sont produites par les Africains eux-mêmes. La main-d'œuvre, elle est pléthorique. Ensuite, s'éduquer, l'éducation nationale, avec une vision claire. Nous allons sortir des gens qui ne vont pas chômer. Donc, l'enseignement professionnel bien développé, avec des cerveaux, etc. Se soigner, la santé, l'homme est fragile. Donc, élever ce qu'on appelle les centres de soins primaires dans les villages, les dispensaires et les hôpitaux dans les villes et affecter le personnel soignant. Mais la santé, c'est aussi élever ce qu'on appelle la sécurité sociale. Bien sûr. Et enfin, la santé, c'est produire les médicaments en Afrique même. Et avec ça, on peut soigner tout le monde. Ensuite, se défendre, c'est la défense. Et on a commencé, on le voit maintenant. Avant, c'était une fiction. Le Mali a pu récupérer Kidal, a pu mettre hors d'état de nuire ces terroristes grâce à l'accord de coopération militaire avec la Russie. Que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit la Corée du Nord. Ou la Turquie. Tous ces pays-là sont prêts à travailler avec l'Afrique. Et c'est l'occasion unique ici et maintenant. Parce qu'on n'a pas dit que Poutine sera toujours au pouvoir. C'est ça. On n'a pas dit que Poutine est immortel. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Ensuite, les nouvelles technologies de la communication et de l'information et de la communication, la recherche et le développement, déposer les meilleurs brevets, dépasser même la Chine, qui ont dépassé les États-Unis, financer la culture, financer la ZELCA, la zone de libre-échange du continent qui est déjà entrée en vigueur financer depuis, l'Union africaine. C'est parce que l'Union africaine est financée de l'extérieur que l'Union africaine va contre les intérêts de l'Afrique. La CEDEAO, tout ça, c'est parce qu'ils sont financés de l'extérieur. Tout ça, on peut mettre fin à ça grâce à notre monnaie unique que l'AES va mettre en place. Merci, professeur. Tout ça, toutes ces mesures sont contenues dans ce livre. David Assiva, je vous laisse le dernier. Ce que je voudrais dire, en fait, en réalité, il s'agit d'identifier des facteurs clés de succès qui doivent permettre, effectivement, de, ce que je vais dire, conduire la bonne politique économique.
Mais pour cela, au lieu de parler des facteurs clés de succès, on peut regarder quels sont les obstacles majeurs, en fait, qui font que finalement l'Afrique ne décolle pas. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Nous avons évoqué le problème du patriotisme, mais qui est, à mon avis, central. Mais indépendamment de cela, il faut institutionnaliser certaines décisions qui feront que, lorsqu'il y aura une alternance démocratique à un certain moment, on ne soit pas à même de revenir sur des décisions qui ont été déjà prises. Parce qu'on ne regarde pas cela. Le néocolonialisme travaille avec des temps longs. Il faut être vigilant. Et des temps longs, ça voudrait dire quoi? Au bout de 50 ans, vous pouvez retomber sur des gens parce que vous avez dit que c'est la démocratie et tous les intérêts acquis seront complètement perdus. Donc, pour ma part, ce qui me paraît essentiel, c'est l'institutionnalisation de telle façon que aucune décision ne puisse être prise sans que le peuple ne soit contacté. N'est-ce pas? Si l'on décide actuellement, par exemple, de prendre certaines décisions, d'accueillir des guerres qui ne sont pas les nôtres dans notre espace, et sans consulter, parce qu'on est dans un régime présidentiel, vous voyez déjà, effectivement, la faiblesse du système démocratique. Donc, il y a tout un travail pour la rédaction, en fait, des constitutions pérennes, qui soient des constitutions patriotiques, qui fait que, en fait, le régime présidentiel ne soit pas simplement le décideur final contre la volonté du peuple. Voyez-vous, le problème technique, tout ça, c'est vrai que nous pouvons les maîtriser. Mais c'est la rédaction des constitutions qui empêche des chefs d'État de pouvoir se retrouver dans des situations dans lesquelles nous nous sommes retrouvés. Et pour moi, c'est beaucoup plus important. Parce que dès lors qu'il y a patriotisme, eh ben, vous avez absolument tout qui est là. Sans le patriotisme, vous n'avez absolument rien du tout. Le patriotisme définit la politique industrielle, la macroéconomie en tant que politique industrielle. Le patriotisme définit, n'est-ce pas, la valorisation des ressources endogènes. Le patriotisme, voilà, en fait, en réalité, la question elle est relativement très simple. Est-ce que l'Africain peut reconquérir sa dignité et jouer le rôle qui a été le sien depuis l'aube de l'humanité et en finir avec cette période où il a été trimballé, vendu au kilo, et qui doit être un acteur principal, qui doit orienter les décisions du monde. C'est cela qui me paraît plus fondamental. Car pour l'instant, nous sommes dépendants et on joue au ballon de football avec nos États. Merci. Voilà. Merci. Merci. David Asiba Johnson, merci pour ces éclairages et pour ces apports à la réflexion sur le devenir. Patriotisme. C'est le maître mot. C'est le maître mot. Il faut aimer son pays. Il faut préférer son pays à ses intérêts personnels. Vous êtes auteur d'un livre à paraître, Sylvanus Olympio, un pionnier imbattu, imbattable, en entendant une preuve du contraire. Merci David Asiba Johnson. Puis-je ajouter quelque chose fondamentalement, mais il me semble. Je voudrais peut-être attirer l'attention de mon camarade en disant, quand il met la position sécuritaire en dernière position, elle devrait être la position première. Elles sont interchangeables. Si, elles sont. C'est ce que j'ai compris, mais vous avez raison. Permettez-moi, pourquoi j'insiste? J'insiste là-dessus parce que c'est l'erreur qu'a commise justement Sylvanus Olympio. Il pensait pouvoir traiter les problèmes économiques et laissant les problèmes sécuritaires qui avaient été sous-traités par justement au niveau de la France, etc. Ça aussi, vous le retrouvez. C'est parce que nous avons abandonné ces problèmes sécuritaires dans les mains d'autrui que nous sommes retrouvés dans le cas du Mali avec des terroristes. Dès lors où on a eu justement le réflexe de dire prenons le problème sécuritaire, vous voyez que les choses vont normalement. Merci. À la limite, le problème sécuritaire est d'abord le problème premier, parce que ce problème sécuritaire va pouvoir mobiliser les ressources qui sont présentes et dont nous regorgeons. Merci beaucoup.
David Assiba Johnson. Merci à vous également, professeur Nicolas Agboou. Je l'ai dit, vous êtes vous aussi auteur de plusieurs livres, dont celui-ci qui vient de paraître, Les solutions salvatrices de l'Afrique, prospérité et liberté des peuples africains, publié aux éditions Solidarité mondiale. Merci, professeur. Dans ce livre, vous avez décliné les différentes solutions pour que l'Afrique sorte de sa situation actuelle. En tout cas, ces 3 États du Sahel semblent montrer la voie. Un auteur l'a déjà dit, c'est sans doute Camara Lai, Danko Kubo, Lafanois. Il faut que ceux qui commencent réussissent, non pas pour leur orgueil personnel, mais pour donner espoir à ceux qui les suivront. Merci à vous, Merci d'avoir participé. Merci pour... Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Merci à nos éminents professeurs pour leurs apports à la réflexion sur le devenir du continent. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Alors, pour suivre à nouveau cette émission, allez sur www.nca-tv.com et surtout, abonnez-vous massivement pour nous aider à continuer de vous informer. À très bientôt. Merci à vous. Gouvernement africain, opérateur économique, collectif d'experts, vous souhaitez cibler de nouvelles opportunités de financement en Amérique? Vous êtes à la recherche de partenaires publics et privés aux États-Unis? Une seule adresse, American Export Council, basée à New York City. Contact www.americanexport.com. info@ncatv.com. Facebook NCA TV.